Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis comme toujours très contente de vous retrouver pour vous lire ce soir Notre cœur, un roman de Guy de Maupassant. C'est son 6e et dernier roman qui a été publié en 1890. Pendant une période publiée dans la Revue des Deux Mondes, que vous connaissez peut-être, c'était la revue prestigieuse de l'époque qui a accueilli beaucoup des plus grandes œuvres. Alors Notre cœur nous raconte l'histoire d'une femme du monde, Michel de Burn, froide, sans cœur, frigide, lesbienne peut-être, on ne sait pas. Et le héros, à travers lequel Maupassant se livre ici plus que jamais, André Mariolle, est dévasté par cette cruelle passion amoureuse qu'il ressent pour elle et qu'il ronge. Maupassant, dans ce roman, semble dire adieu aux femmes qui ont été le désir et le tourment principal de sa vie. Il fait aussi la satire de la société de son époque, ce qu'on retrouve quasiment dans toutes ses œuvres. Et ici, particulièrement, il va dénoncer la misogynie des hommes qui régnaient encore à l'époque, et encore aujourd'hui, faut le dire, sauf celle du héros, justement, André Mariolle. Bien écoutez, je propose que tout de suite, on rentre ensemble dans l'univers de cette œuvre, et n'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag VBN, à me dire si vous connaissez peut-être déjà ce roman, ce que vous en pensez, ou à poser toutes vos questions. Allons-y. Elle dormit bien cependant, et ce fut la femme de chambre qui la réveilla, car on devait partir tôt pour déjeuner au Mont. Un grand break vint les prendre. En l'entendant rouler sur le sable devant le perron, elle se pencha à la fenêtre, et elle rencontra tout de suite les yeux d'André Mariolle qui la cherchait. Son cœur se mit à battre un peu. Elle constata, surprise et oppressée, l'impression étrange et nouvelle de ce muscle qui palpite et qui fait courir le sang parce qu'on aperçoit quelqu'un. Comme la veille, avant de s'endormir, elle se répéta « Je vais donc l'aimer ?» Puis, quand elle fut en face de lui, elle le devina tellement épris, tellement malade d'amour, qu'elle eut vraiment envie d'ouvrir ses bras et de lui donner sa bouche. Ils échangèrent seulement un regard qui le fit pâlir de bonheur. La voiture se mit en marche. C'était un clair matin d'été, plein de chants d'oiseaux et de jeunesse épandue. On descendit la côte, on passa la rivière, on traversa des villages par une petite route caillouteuse qui faisait sauter les voyageurs sur les banquettes du break. Après un long silence, Madame de Burn se mit à plaisanter son oncle sur l'état de ce chemin. Cela suffit à rompre la glace, et la gaieté qui flottait dans l'air sembla pénétrer les esprits. Tout à coup, au sortir d'un hameau, la baie reparut, non plus jaune comme la veille au soir, mais luisante d'eau claire qui couvrait tout, les sables, les prés salés et, au dire du cocher, la route elle-même un peu plus loin. Alors, pendant 1 heure, on alla au pas pour laisser à cette inondation le temps de retourner vers le large. Les ceintures d'ormes ou de chênes des fermes au milieu desquelles on passait cachaient aux yeux, à tout moment, le profil grandissant de l'abbaye dressée sur son rocher, en pleine mer maintenant. Puis, entre deux cours, elle se remontrait soudain, de plus en plus proche, de plus en plus surprenante. Le soleil éclairait de ton roux l'église dentelée de granit assise sur son pied de roche. Michel de Burn et André Mariolle la contemplaient, puis se regardaient, mêlant l'un et l'autre au trouble naissant au suraigu de leur cœur, la poésie de cette apparition dans cette matinée rose de juillet. On causait avec une aisance amicale. Madame de Valzacchi contait des histoires tragiques d'enlisement, les drames nocturnes du sable mou qui dévore les hommes. Monsieur Valzacchi défendait la digue, attaqué par les artistes, ou vantait ses avantages au point de vue des communications ininterrompues avec le Mont ou des dunes gagnées pour les pâturages d'abord, pour la culture plus tard. Soudain, le break s'arrêta. La mer noyait la route. Ce n'était presque rien, une pelure liquide sur la voie pierreuse. Mais on pressentait que par place il devait y avoir des frondières, des trous dont on ne sortirait pas. Il fallut attendre. « Oh, cela descend vite !» affirma M. Valzacchi, et du doigt il montrait le chemin dont la mince surface d'eau fuyait, semblait bu par la terre ou tiré au loin par une force puissante et mystérieuse. Ils descendirent pour regarder de plus près ce départ étrange, rapide et muet de la mer, et pas à pas, ils le suivaient.
Déjà apparaissaient des taches vertes dans les herbages submergés, légèrement soulevées par endroits. Et ces taches grandissaient, s'arrondissaient, devenaient des îles. Ces îles bientôt prirent des aspects de continents séparés par des océans minuscules. Et puis ce fut enfin par toute l'étendue du golfe une course de déroute de la marée retournant au loin. On eût dit un long voile argenté qu'on retirait de sur la terre. Un voile immense, troué, déchiqueté, plein de déchirures, qui s'en allait laissant à nu de grandes prairies à l'herbe rase, sans découvrir encore les sables blonds qui les suivaient. On était remonté dans la voiture, et tout le monde se tenait debout pour mieux voir. La route séchant devant eux, les chevaux remarchaient, mais toujours au pas. Et comme les cajots faisaient parfois perdre l'équilibre, André Mariol sentit soudain l'épaule de Madame de Burn appuyée contre la sienne. Il crut d'abord que le hasard d'une secousse avait amené ce contact, mais elle y resta. Et chaque soubresaut des roues martelait la place où elle s'était posée d'une trépidation qui secouait son corps et affolait son cœur. Il n'osait plus regarder la jeune femme, paralysé de bonheur par cette familiarité inespérée, et il pensait, dans un désordre d'idées pareilles à celui des ivresses, « Est-ce possible ? Serait-ce possible ? Est-ce que nous perdons la tête tous les deux ?» Les voitures se remettant à trotter, il fallut s'asseoir. Alors Mariol éprouva le besoin subit, impérieux, mystérieux, d'être aimable pour Monsieur de Pradon, et il s'occupa de lui avec des attentions flatteuses. Sensible aux compliments presque autant que sa fille, le père se laissa séduire et reprit bientôt sa figure souriante. On avait enfin atteint la digue et on courait vers le mont dressé au bout de cette route droite, élevée au milieu des sables. La rivière de Pontorson en baignait le talus de gauche. À droite, les pâturages couverts de petits gazons, que le cocher appelait de la criste marine, avaient fait place aux dunes encore suantes, imprégnées de mer. Et le haut monument grandissait sur le ciel bleu, où il profilait, traînait à présent en tous ses détails, sa tête à clocheton et à tourelle, sa tête d'abbaye, hérissée de gargouilles grimaçantes, chevelure de monstres dont la foi épouvantée de nos pères a coiffé leur sanctuaire gothique. Il était près d'1 heure quand on arriva dans l'hôtel où le déjeuner était commandé. La patronne, par prudence, n'était point prête. Il fallut attendre encore. On se mit donc à table fort tard. On avait grand faim. Le champagne, tout de suite, égaya les âmes. Tout le monde se sentait content et 2 cœurs se croyaient tout près d'être heureux. Vers le dessert, quand l'animation des vins bus et le plaisir des causeries eurent développé dans les corps ce bonheur de vivre qui nous anime parfois à la fin des bons repas et nous dispose à tout approuver, à tout accepter, Mariol demanda « Voulez-vous que nous restions ici jusqu'à demain ? Ce serait si beau de voir cela au clair de lune, et si agréable de dîner encore ensemble ce soir. » Madame de Burn accepta tout de suite. Les 2 hommes consentirent. Seule Madame Valzacchi hésitait, à cause de son petit garçon resté chez elle. Mais son mari la rassura, lui rappela que souvent elle s'était absentée ainsi. Il écrivit même, séance tenante, une dépêche pour la gouvernante. Il trouvait charmant André Mariol, qui avait approuvé la digue par flatterie et l'avait jugée beaucoup moins nuisible à l'effet du mont qu'on ne le disait en général. En quittant la table, ils allèrent visiter le monument. On prit le chemin des remparts. La ville, un tas de maisons du Moyen-Âge étagées les unes au-dessus des autres sur le bloc énorme de granit qui porte à son sommet l'abbaye, est séparée des sables par une haute muraille crénelée. Cette muraille monte, en contournant la vieille cité, avec des coudes, des angles, des plateformes, des tours de guet, autant d'étonnements pour l'œil qui découvre à chaque circuit une nouvelle étendue de l'immense horizon. On se taisait, soufflant un peu après ce long déjeuner, et surpris toujours de voir ou de revoir cet étonnant édifice. Au-dessus d'eux, c'était, dans le ciel, un emmêlement prodigieux de flèches, de fleurs de granit, d'arches jetées d'une tour à l'autre, une invraisemblable, énorme et légère dentelle d'architecture, brodée à jour sur l'azur, et d'où jaillissait, d'où semblait s'élancer, comme pour s'envoler, l'armée menaçante et fantastique des gargouilles à face de bête. Entre la mer et l'abbaye, sur le flanc nord du mont, une pente sauvage et presque à pic qu'on appelle la forêt,
parce qu'elle est couverte de vieux arbres, commençait à la fin des maisons, étalant une sombre tache verte sur le jaune illimité des sables. Madame de Burn et André Mariol, qui marchaient les premiers, s'arrêtèrent pour regarder. Elle s'appuyait à son bras engourdi dans un ravissement qu'elle n'avait jamais senti. Elle montait, légère, prête à monter toujours, avec lui, vers ce monument de rêve et vers autre chose encore. Elle aurait voulu que ce chemin escarpé ne finît jamais, car elle s'y sentait presque pleinement satisfaite pour la première fois de sa vie. Elle murmura « Dieu, est-ce beau ?» Il répondit en la regardant « Je ne puis penser qu'à vous. » Avec un sourire, elle reprit « Je ne suis cependant pas très poétique, mais je trouve cela si beau que je me sens vraiment très émue. » Il balbutia « Moi, je vous aime comme un fou. » Il sentit son bras légèrement pressé et ils se remirent en route. Un gardien les attendait à la porte de l'abbaye et ils entrèrent par cet escalier superbe, entre deux tours énormes, qui les conduisit à la salle des gardes. Puis ils allèrent de salle en salle, de cour en cour, de cachot en cachot, écoutant, s'étonnant, enchantés de tout, admirant tout, la crypte des gros piliers d'une beauté si robuste qui soutient sur ses énormes colonnes le cœur entier de l'église supérieure et toute la merveille, construction formidable de 3 étages de monuments gothiques élevés les uns au-dessus des autres, le plus extraordinaire chef-d'œuvre de l'architecture monastique et militaire du Moyen-Âge. Puis ils arrivèrent au cloître. Leur surprise fut telle qu'ils s'arrêtèrent devant ce grand préau carré qu'enferme la plus légère, la plus gracieuse, la plus charmante des colonnades de tous les cloîtres du monde. Sur 2 rangs, les minces petits fûts coiffés de chapiteaux délicieux portent, tout le long des 4 galeries, une guirlande ininterrompue d'ornements et de fleurs gothiques d'une variété infinie, d'une invention toujours nouvelle, fantaisie élégante et simple des vieux artistes naïfs, dont le rêve et la pensée creusaient la pierre avec leurs marteaux. Michel de Burn et André Mariol en firent le tour, à tout petits pas, le bras sur le bras, tandis que les autres, un peu fatigués, admiraient de loin, debout près de la porte d'entrée. « Dieu, que j'aime ceci !» dit-elle en s'arrêtant. Il répondit « Moi, je ne sais plus où je suis, ni où je vis, ni ce que je vois. Je sens que vous êtes près de moi, voilà tout. » Alors elle le regarda bien en face, souriante, et murmura « André !» Il comprit qu'elle se donnait. Ils ne parlèrent plus et se remirent à marcher. On continua la visite du monument, mais à peine regardait-il. L'escalier de dentelle, cependant, les put distraire 1 minute, emprisonné dans une arche jetée en plein ciel entre 2 clochetons, pour escalader, semble-t-il, les nues. Et ils furent encore saisis d'étonnement en arrivant au chemin des fous, vertigineux sentier de granit qui circule sans parapet presque au faîte de la dernière tour. « Peut-on passer ?» demanda-t-elle. « C'est défendu, » reprit le guide. Elle montra 20 francs. L'homme hésita. Toute la famille, étourdie déjà devant l'abîme et l'immensité de l'étendue, s'opposait à cette imprudence. Elle interrogea Mariol. « Vous irez bien là, vous ?» Il se mit à rire. « J'ai franchi des passages plus difficiles. » Et sans plus s'occuper des autres, ils partirent. Il marchait le premier sur l'étroite corniche, tout au bord du gouffre, et elle le suivait, glissant contre le mur, les yeux baissés, pour ne pas voir le trou béant sous eux, émue à présent, presque défaillante de peur, cramponnée à la main qu'il tendait vers elle. Mais elle le sentait fort, sans défaillance, sûre de sa tête et de son pied, et elle pensait, ravie malgré sa frayeur, « Vraiment, c'est un homme. » Ils étaient seuls dans l'espace, aussi haut que planent les oiseaux de mer, dominant le même horizon que les bêtes aux ailes blanches parcourent sans cesse de leur vol en l'explorant de leurs petits yeux jaunes. La sentant trembler, Mariol demanda « Vous avez le vertige ?» Elle répondit à voix basse « Un peu, mais avec vous, je ne crains rien. » Alors, se rapprochant d'elle, il l'enlaça d'un bras pour la soutenir, et elle se sentit tellement rassurée par ce rude secours qu'elle leva la tête pour regarder au loin. Il la portait presque, et elle se laissait aller, jouissant de cette protection robuste qui lui faisait traverser le ciel. Et elle lui savait gré, un gré romanesque de femme, de ne pas gâter de baisers cette promenade de goéland.
Lorsqu'ils eurent rejoint ceux qui les attendaient, tourmentés d'inquiétude, M. de Pradon, exaspéré, dit à sa fille « Dieu, est-ce niais ce que tu viens de faire ?» Elle répondit avec conviction « Non, puisque ça a réussi. Rien n'est bête de ce qui réussit, papa. » Il haussa les épaules et on redescendit. On s'arrêta encore chez le portier pour acheter des photographies, et lorsqu'on revint à l'hôtel, il était presque l'heure du dîner. La patronne conseilla une courte promenade sur les sables, vers le large, afin d'admirer le mont du côté de la pleine mer, d'où il présentait, disait-elle, son plus magnifique aspect. Bien que fatiguée, la troupe entière repartit et contourna les remparts en s'éloignant un peu dans la dune inquiétante, molle avec des aspects de solidité, où le pied posé sur le beau tapis jaune tendu sous lui, et qui semblait dur, s'enfonçait soudain jusqu'au mollet en des vases trompeux et dorés. De là, l'abbaye, perdant tout à coup l'aspect de cathédrale marine dont elle étonnait de loin la terre ferme, prenait pour menacer l'océan un air belliqueux de manoir féodal, avec sa grande muraille crénelée percée de meurtrières pittoresques et soutenue par des contreforts géants qui venaient souder leur maçonnerie de cyclope dans le pied de l'étrange montagne. Mais Madame de Burne et André Mariol ne s'occupaient plus guère de tout cela. Ils ne songeaient qu'à eux-mêmes, enlacés dans le filet qu'ils s'étaient tendu l'un à l'autre, enfermés dans cette prison où l'on ne sait plus rien du monde, où l'on ne voit plus rien qu'un être. Lorsqu'ils se retrouvèrent assis devant leurs assiettes pleines, sous la gaie lumière des lampes, ils semblèrent se réveiller et ils s'aperçurent tout de même qu'ils avaient faim. On resta longtemps à table et, lorsque le dîner fut fini, on oublia le clair de lune dans le bien-être de la causerie. Personne, d'ailleurs, n'avait plus envie de sortir et personne n'en parla. La grande lune pouvait moirer de lueurs poétiques le mince petit flot de la marée montante, glissant déjà sur les sables avec son bruit d'eau qui court presque imperceptible et terrifiant. Elle pouvait éclairer les remparts serpentant autour du mont et, dans le décor unique de la baie illimitée, luisante du frisson des clartés rampantes sur les dunes, illuminer l'ombre romantique de tous les clochetons de l'abbaye. On n'avait plus envie de rien voir. Il n'était même pas 10 heures quand Madame Valachi, accablée de sommeil, parla de s'aller coucher. Et cette proposition fut acceptée sans la moindre résistance. Après des adieux pleins de cordialité, chacun rentra dans sa chambre. André Mariol savait bien qu'il ne dormirait point. Il alluma ses 2 bougies sur sa cheminée, ouvrit sa fenêtre et regarda la nuit. Tout son corps défaillait sous la torture d'une inutile espérance. Il la savait là, tout près, séparée de lui par 2 portes, et il était presque aussi impossible de la rejoindre que d'arrêter ce flot de la mer qui noyait tout le pays. Il avait dans la gorge un besoin de crier, et dans les nerfs un tel supplice d'attendre inapaisable et vaine, qu'il se demandait ce qu'il allait faire, ne pouvant plus supporter la solitude de cette soirée de stérile bonheur. Tous les bruits peu à peu étaient morts dans l'hôtel et dans la rue unique et tortueuse de la ville. Mariol restait toujours accoudée à sa fenêtre, sachant seulement que le temps passait, regardant la nappe d'argent de la marée haute et retardant sans cesse l'heure du lit, comme s'il eût subi le pressentiment d'on ne sait quelle providentielle fortune. Il lui sembla tout à coup qu'une main touchait sa serrure. Il se retourna d'une secousse. Sa porte lentement s'ouvrait. Une femme entra, la tête voilée d'une dentelle blanche et tout le corps enveloppé d'un de ces grands manteaux de chambre qui semblaient faits de soie, de duvet et de neige. Elle referma avec soin la porte derrière elle, puis, comme si elle ne l'eût pas vu, debout et foudroyée de joie dans le cadre clair de sa fenêtre, elle marcha droit à la cheminée et souffla les 2 bougies. Voilà, c'était la fin de ce chapitre 2 de la 2e partie de Notre cœur de Guy de Maupassant. On s'arrête sur ce suspense intenable, mais je vous promets que je vais continuer tout de suite cette lecture, alors restez bien avec moi. En tout cas, merci de m'avoir suivi et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à retrouver cette lecture en replay. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!